Bonjour chers téléspectateurs, nous partageons la conviction que le monde ne se fera pas sans l'Afrique, sans les Africains. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes revenus voir le professeur Chanda pour continuer de discuter de la crise ukrainienne ou bien de cette opposition, de cette guerre qui existe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Bonjour professeur Chanda. Bonjour. Professeur, ça fait 20 jours, pratiquement bientôt 3 semaines que le conflit a commencé. La Russie avance, elle gagne des espaces en Ukraine, mais de l'autre côté, on a de fortes sanctions économiques qui s'appuient, qui se renforcent contre la Russie. Comment est-ce que vous analysez ça à partir de l'Afrique? D'abord, je prends le problème à l'envers. Il est peut-être temps d'apporter des clarifications sur ce dossier. Il n'y a pas une guerre de la Russie contre l'Ukraine. Je pense qu'il faut clarifier ça maintenant. Il y a une guerre, et c'est tout à fait clair, entre la Russie et l'OTAN. Ah, ça, il n'y a même plus de doute là-dessus. Il y a une guerre entre la Russie et l'OTAN. Et ce qui m'amuse, c'est d'abord la peur que l'on observe du côté des Occidentaux, la peur de la faire, de la déclarer, de déclarer la guerre à la Russie tout court. Ils l'ont fait d'une autre manière, ils l'ont fait de manière économique. Vous savez qu'aujourd'hui, sur le terrain, en réalité, les Occidentaux sont en train de déployer des bandes de mercenaires, d'anciens militaires, y compris des militaires d'actifs. Ils font exactement ce qu'ils ont fait en Syrie. Vous savez, quand Hollande arrive au pouvoir, moins de 6 mois seulement après, il dit « Nous avons des forces sur le terrain en Syrie ». Personne ne le savait. Ça, c'est la première mise au point. La deuxième mise au point, quand vous parlez des fortes sanctions contre la Russie, à la guerre comme à la guerre, je crois qu'il y a un déploiement de mesures économiques et financières absolument, je ne dirais pas illogique, parce qu'il y a dit à la guerre comme à la guerre, oui, mais presque jamais vu contre la Russie. Mais ce que je dois vous dire aussi, c'est qu'ils sont assez intelligents, parce que les géants russes du gaz et du pétrole ne sont pas concernés. Enfin, il faut savoir, on ne parle pas de la Corée du Nord, on ne parle pas de l'Iran, on ne parle pas de la Syrie ou de Cuba, on parle de la Russie. Je ne sais pas si vous avez pris une carte du monde pour voir quelle masse constitue la Russie. C'est au moins 40 fois l'Europe. On parle en plus d'un peuple qui a fait une guerre terrible pour être là où il se trouve aujourd'hui. S'il y a un peuple dans le monde qui peut engager une guerre à la légère, ce ne sont pas les Russes. Pas du tout. Et je crois qu'il faut faire grâce à la déclaration de Poutine qui dit « Nous avons mûrement réfléchi, nous nous sommes préparés, et nous sommes préparés. » Et je crois que l'histoire des sanctions, je ne sais pas si vous êtes au courant, que tous les pays du Golfe pratiquement ne suivent pas les États-Unis et les Occidentaux. Ils ont dit non. Même au regard des votes intervenus à l'Assemblée générale des Nations Unies, un vote d'ailleurs forcé, un vote sous chantage,
la moitié au moins des États qui ont voté avec les Occidentaux, aujourd'hui, sont en train de se rebiffer. Certains même de manière ouverte. Je voudrais quand même aussi attirer votre attention sur le fait que quand vous parlez de l'Afrique, mais objectivement, personne ne souhaite la mort de quelqu'un pour en tirer un bénéfice, oui, ou pour se organiser ou s'organiser. Néanmoins, chaque fois qu'il y a un accident de la route, on réfléchit sur comment est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait plus d'accident de la route, c'est-à-dire organiser la circulation autrement. Oui. Eh bien, cette guerre est une très bonne chose pour l'Afrique. Une très, très bonne chose. Nous y reviendrons. Pour l'Afrique, oui, et pour le monde. Oui. Voilà la réponse que je peux vous donner. Maintenant, est-ce que l'OTAN, parce qu'il faut l'appeler ainsi, oui, votre introduction l'a posé, est-ce que l'OTAN peut compter asphyxier la Russie avec les sanctions économiques? C'est impossible. C'est l'inverse qui va se produire. La Russie va asphyxier l'Europe. C'est tellement clair. La Russie fournit pour au moins 40% de certaines matières premières stratégiques pour l'Occident, l'Europe et les États-Unis d'ailleurs. Ensuite, n'oubliez quand même pas que la Russie, c'est un pays européen. L'étranger dans cette affaire, ce sont les États-Unis. Ce ne sont pas les Russes. La Russie est un pays européen. C'est aussi un pays asiatique. Oui. Vous voyez? Oui. De qui on parle? C'est à la fois un pays européen et un pays asiatique. Il faut une déclinaison géopolitique et géostratégique extrêmement intelligente, objective et pratique pour comprendre. Si la Russie décidait aujourd'hui, heureusement, Poutine a dit nous sommes fidèles à nos engagements, nous ne le ferons pas, de stopper la fourniture d'énergie à l'Europe, beaucoup de pays s'arrêteraient tout de suite. Mais pas la Russie. Les Chinois sont preneurs. Les Chinois sont preneurs et même recycleurs, si vous voulez. Quand je parlais d'une bonne chose, vous savez, c'est quand le voisin vous refuse de l'eau que vous apprenez à vous offrir de l'eau vous-même. Oui. Mais dans le cas d'espèce, d'ailleurs, il ne s'agit pas d'un pays en panne, ni d'un pays en manque. Je pense qu'il faut que ce soit assez clair. Après la dislocation des blocs, ce que la Russie a fait avec le camp socialiste et que l'Occident et les États-Unis n'ont pas fait, c'est la Russie qui a accepté d'intégrer le mouvement global en dépit du fait qu'il était contrôlé, organisé, régenté par des lois et des règlements scélérates d'un libéralisme qui n'en est pas un en réalité. Vous avez vu la crise de subprime, okay, des effets hypothécaires en 2008. Oui. On s'est rendu compte que le libéralisme dont on parle, c'est une gageure. Les États-Unis sous Obama sont intervenus massivement, sinon toute l'économie américaine tombait. En Allemagne, la Banque centrale est intervenue massivement, en France et partout. Hein? Il y a eu la faillite de Lehman Brothers, vous le savez très bien. Oui. Donc, en réalité, c'est une incalculable et une gigantesque tromperie. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est la Russie qui s'est approchée de l'Occident et a embrassé les mécanismes de gestion et de régulation globaux du monde, tel qu'il était présenté en grand village, en village planétaire, et ainsi de suite, et non l'inverse. Mais c'est que simplement, en dépit du fait qu'il l'a fait, les Occidentaux, mais pas l'Europe, davantage les États-Unis, ont gardé une rancœur impensable sur le fait qu'il puisse exister une puissance concurrente. Or, malheureusement, je regrette, et je regrette infiniment, l'Occident est perdu aujourd'hui. L'Europe davantage.
parce que les États-Unis ne sont plus la première puissance économique, c'est la Chine. L'endettement des États-Unis vis-à-vis de la Chine est tel que si la Chine réclamait tout aujourd'hui, y compris avec le déficit de la balance commerciale, même l'économie américaine s'arrêterait. Les États-Unis ne sont plus la première puissance militaire, pas aussi globalement qu'on le croit. Les Russes disposent de systèmes d'armement que les Américains, que les Occidentaux n'ont pas encore. Ils le reconnaissent. Il leur faudra 10 à 20 ans pour rattraper ça. Donc, l'équilibre de la terreur a été réintroduit, réinstallé aujourd'hui. Et au-delà de ça, un certain nombre de puissances moyennes maîtrisent aujourd'hui des technologies avancées, susceptibles de leur permettre de s'asseoir à la table de négociation. Le cas de la Turquie, avec ces fameux drones, qui, c'est vrai, en réalité, ne sont pas tellement ce qu'on en dit, parce qu'ils n'ont jamais été impliqués dans une guerre avec une très grande puissance. Mais toujours est-il pour vous dire que non, cette asphyxie, c'est un leurre, c'est une vue d'esprit. J'aime mieux d'ailleurs vous dire que une bonne centaine d'entreprises a quitté la Russie, mais en réalité c'est pour rire. Tous, c'est un peu comme si on sort pour se mettre à la porte d'à côté, on attend le signal pour revenir. Mais je pense que toutes ne reviendront pas. Certaines vont avoir les portes fermées. Et ça, si vous avez suivi les derniers sondages, faits par les Américains eux-mêmes, la cote de Poutine atteint 80% dans sa population aujourd'hui. Oui. Et lorsque vous reprenez le discours du 24 février, par lequel et dans lequel il annonce cette opération spéciale. Mais attendez, vous êtes américain, vous êtes français, vous êtes camerounais, vous êtes gabonais, vous détestez Poutine, vous ne voulez pas entendre parler de ses parents, vous ne pouvez qu'adhérer si vous êtes honnête. Hein? L'équation est simple. Est-ce qu'on disparaît ou est-ce qu'on continue d'exister? Aussi simple que cela. Oui, c'est une question de survie. C'est une question de survie. Et je pense que quelqu'un l'a assez très bien schématisé. Votre fils aîné, à qui vous avez dit, bon, écoute, maintenant, je valorise ton baccalauréat ou bien ton diplôme, tu peux voler de tes propres ailes. Du jour au lendemain, il apporte les ennemis pour s'installer devant la porte de la grande maison. Au vu au-dessus de tout le monde, comment même à aiguiser les couteaux, c'est le cas de l'Ukraine. Je regrette, ils sont tout simplement, je vais être tranquille, mais ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Ils n'auront jamais assez d'assistance ou d'aide pour se mesurer ou pour supporter la Russie. 30% de leur population est russophone. Ça, c'est fondamental. Et ils avaient commencé par essayer d'éteindre cette population, leur retirer les passeports ukrainiens, interdire la langue russe, ainsi de suite. Ils ont fait plein de choses. Et pendant tout ce temps, ensuite, l'Ukraine était devenue, et l'Ukraine l'est toujours, le dernier refuge des nazis en Europe, oui, de manière ouverte. Et la Russie, pendant 10 ans au moins, a introduit des résolutions au sein de l'Assemblée des Nations Unies, au sein du Conseil de sécurité, pour demander qu'on condamne la résurrection du nazisme en Ukraine. Et je pense qu'aujourd'hui, parler de sanctions, non, écoutez, quand vous êtes dans la logique de survie, encore ce n'est pas la logique de survie, mais quand vous êtes dans la logique d'assurer des garanties pour votre existence, pour votre tranquillité, vous n'avez pas d'autre choix. Je ne pense pas que parler de sanctions vous effleure la peau. Je ne crois pas, pas du tout. Voilà dans quelle situation nous nous trouvons. Et si vous ramenez ça à l'Afrique, vous n'avez qu'à revoir dans quelle situation se trouvait l'ANC pendant la lutte des libérations. Qu'est-ce qu'on n'en avait pas dit? C'était des criminels, des sauvages, des bandits, des vandales, et ainsi de suite. Mais j'avais écrit « Pensée unique et diplomatie de guerre ». Vous voyez, je pense que ça colle tellement à la réalité aujourd'hui. Ce n'est plus possible. Le monde ne peut plus admettre ça, si vous voulez. C'est complètement à l'envers. Je ne sais pas si vous avez suivi que le Mali a demandé à France 24 RFI de foutre le camp.
il a suffi qu'on demande aux troupes françaises de s'en aller, que dès le lendemain, on commence à dire « Ah, voilà, il y a les exactions des militaires maliens et de leurs supplétifs russes contre les populations. Ah, RFI dit, écoutez les témoignages, enquête de machin, bâché. » Mais non, écoutez, non. Ce genre de choses, c'est terminé dans le monde aujourd'hui. Vous faites bien de mentionner que la Russie est une partie en Europe, une partie en Asie. Ouais. La Russie ne s'est pas laissée assimiler, c'est peut-être ça le problème, par la civilisation occidentale. Au moins, la partie qui est en Europe, elle ne s'est pas laissée assimiler, elle a gardé sa civilisation. Et vous qui réfléchissez sur le champ de la civilisation, on peut bien se rendre compte que c'est un exemple typique qui devrait peut-être être enseigné, pourquoi pas aux Africains. Vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin. Que dit le Premier ministre éthiopien? Que dit-il? Il dit, nous n'avons jamais cédé devant aucune puissance. On n'a jamais été colonisé par personne. Ouais. Et il enfile le treillis militaire, il se rend au front. Vous connaissez très bien, pour des raisons de stratégie régionale, les États-Unis soutenaient l'Égypte. Et puis l'Occident même soutenait l'Égypte pour essayer de... C'est quand même un pays de plus de 100 millions d'habitants. Pour essayer de casser l'Éthiopie, qui en fait réémergeait après des passes très très difficiles. Et dans le cas de l'Éthiopie, vous comprenez très bien rapidement que des guerres civiles sont instrumentées chez nous. Oui. Alors, je vais vous dire, il n'y a pas que le cas de la Russie. Vous prenez l'Éthiopie, prenez l'Iran, la Perse. La Perse a été une très très grande civilisation. On peut pas, c'est le problème qui se pose aujourd'hui. On va sanctionner l'Iran, mais en fait, le mouvement des mollahs en Iran, c'était un mouvement nationaliste et patriotique. Simplement, je regrette. Ils avaient leur travers d'interprétation religieuse, mais simplement, fondamentalement, ils revendiquent et continuent de revendiquer une autonomie, une authenticité, une identité absolument non conquérable par qui que ce soit et non assimilable. Voilà la réalité. Et puis en plus, en 20-25 ans de supposées sanctions, on les a renforcées. Aujourd'hui, l'Iran fabrique presque tout. Oui, ça me paraît. Et dans le cas de la Russie, mais il faut multiplier ça par 1000, les capacités de ce pays. On vous dit... c'est le premier pays à avoir satellisé un engin dans l'espace, à envoyer quelqu'un dans l'espace, et ainsi de suite. Attendez, on ne se lève pas un matin pour le faire. Donc, oui, ça devrait servir d'exemple à l'Afrique et même de leçon. Mais j'aime mieux le dire que dans l'histoire africaine, nous avons une tradition de résistance importante. Vous avez vu, l'ANC, par exemple, ne vient pas de nulle part. Vous connaissez l'histoire de Tchaka en Afrique du Sud. Vous connaissez l'histoire de Ousmane Danfodio. Vous connaissez un peu l'histoire de tout ce monde-là. Samori Touré. Samori, ainsi de suite. Oui. On a d'abord eu affaire à des tentatives d'invasion arabe avant l'invasion européenne. Oui. Mais même l'invasion européenne n'a pas été complète. Elle a été malicieuse, en passant par des explorateurs, des religieux, ainsi de suite. Mais ça n'a pas arrêté le mouvement de résistance et un mouvement vers la préservation d'une identité africaine authentique. Nous y sommes pleinement. Et je dis souvent, il faut faire attention. Parce qu'au Mali, ce n'est pas qu'une histoire d'État à État qui se joue. Ça me paraît fondamental. Même, j'ai discuté avec un diplomate algérien qui en était extrêmement conscient. Ce n'est pas simplement une histoire d'État à l'État. C'est une histoire de redéfinition, de réincarnation, de réinterprétation, de réappropriation et de valorisation de l'identité africaine. C'est extrêmement important. Vous avez entendu parler de l'Empire du Mali, l'Empire Songhai, et ainsi de suite. C'était des entités extrêmement organisées, qui avaient tout, qui avaient une armée, qui avaient une industrie, qui avaient tout ce que vous pouvez imaginer. Bien, on nous dira, il nous a manqué l'intelligence et des stratégies nécessaires pour une vision lointaine qui aurait permis d'aller conquérir le monde, comme les Colombes l'ont fait, ainsi de suite. C'est clair, mais à culpa. OK, mais simplement, sur le plan de l'authenticité de l'organisation,
de la structuration de nos traditions et d'une capacité d'innovation identitaire absolument inconquérable et imbattable, l'Afrique les a eus. Et cette flamme existe aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit, dans le nouveau livre que je suis en train d'écrire, je montre comment le glissement de génération, parce que nous autres, on est des pourris, ça je dois le dire tout de suite. J'ai beau dire n'importe quoi, la référence au quartier latin, à Paris, à la Sorbonne, à New York, n'est-ce pas, à Bruxelles, à Washington, je suis le produit de ces conneries-là. Ça me paraît important. Mais nos enfants et nos petits-enfants seront débarrassés complètement de ça. Ça m'inspire et ça m'introduit, ça me met aujourd'hui dans des complexes involontaires hein, que j'incarne, réincarne et libère dans certains de mes actes, dans certains de mes discours, de façon tout à fait involontaire. Parce que vous pensez que vous aurez pu faire plus que ce que vous avez fait. Ah oui, en fait. Attendez. Non, attendez. Non seulement j'aurais pu faire plus, mais simplement les conditions historiques dans lesquelles je me trouvais m'imposaient une certaine démarche. Le fait que j'ai survécu, que je sois déjà en mesure aujourd'hui d'essayer de comprendre qui je suis effectivement, avant d'essayer de développer une critique pour me réinstaller dans une projection future comme une personne nouvelle, c'est déjà un grand pas. Parce que cette personne nouvelle, dans la réincarnation du futur, ce n'est plus moi, ce sont mes gènes. Ce sont les générations qui arrivent. Vous prenez par exemple le phénomène des mototaxis. Je prends quelque chose de très simple. Vous pensez que c'est seulement à Abidjan, c'est seulement à Douala. C'est partout en Afrique. Et vous pensez que c'est seulement en Afrique, mais vous le retrouvez un peu partout. Ce qu'on appelle Uber et tout ça aux États-Unis, les taxis sans chauffeur ou bien taxis avec chauffeur, ça procède exactement de la même logique de construction d'un rapport de force nouveau face à un système dominant. Et dans notre contexte, il faut faire extrêmement attention parce qu'en plus, on bâtit ça sur ou à partir de frustrations qui ont des racines historiques énormes. Et ce sont ces racines que les nouvelles générations essayent de couper. Et elles vont couper. Pour on a envie de dire, c'est tant mieux si la Russie résiste. Parce que si la Russie ne résistait pas, que deviendrait le monde? Attendez. Vous avez entendu les Français parler du général de Gaulle qui s'enfuit à Londres pour organiser la résistance. Écoutez, je crois que il faut savoir gréer à Vladimir Poutine et à la Russie. Ça me paraît fondamental. Je n'ai rien à envier à la Russie en tant qu'Africain, parce que la Russie ne viendra pas nous libérer. Oui. Nous devons faire tout par nous-mêmes, ça c'est très important. La Russie, c'est une grande puissance comme une autre. Elle est forcément conquérante parce qu'elle a des intérêts qui peuvent être divergents. Le seul socle de rassemblement et d'homogénéité, c'est peut-être la passion d'un ordre mondial équitable, oui. De la fin de la pensée unique. Mais sur le fond, ça demeure une puissance étrangère qui a ses propres intérêts. Oui. Mais simplement, nous sommes placés dans une situation aujourd'hui où nous disons, quel que soit le diable qui pose le problème de la remise en cause de l'ordre existant pour la construction d'un nouvel ordre plus équitable, on le soutient. On le soutient. Je pense que c'est comme cela. Ouais. J'ai entendu quelques Africains, y compris certains intellectuels, y compris un avocat camerounais, dire que les russophiles, ainsi de suite, ils sont un danger. Mais c'est des enfants qui n'ont même pas la connaissance de l'histoire des mouvements de libération. Je l'ai dit, ne serait-ce que pour l'histoire, comprenez, ce n'est pas aux États-Unis, en France ou ni en Grande-Bretagne que les nationalistes africains torturés, pourchassés et tout, allaient se réfugier. Attention, je regrette. C'était en Russie, c'était en Chine, c'était dans les pays communistes. Nous ne disons pas que nous voulons être communistes, on n'en a absolument rien à foutre, nous sommes africains. Mais simplement, historiquement, les points de convergence et la reconnaissance du mérite de s'être battus pour nous, pour nos libertés, leur revient et nous ne pouvons pas faire autrement. Je l'ai dit expressément, sans ces pays-là, okay, c'est eux qui reprennent la conférence de Bandung avec les revendications, les portent à l'Assemblée générale des Nations Unies
pour le vote de la résolution 1514 relative à l'octroi de l'indépendance au peuple et aux territoires non autonomes. Tout part de là, et vous savez ce qui s'ensuit par la suite. On a avance à la conférence de Brazzaville, où De Gaulle prononce un discours de menace, choisit d'être avec nous ou contre nous. Avec nous, ce sera le bonheur, la croissance, la liberté, la communauté française. Sans nous, on va tout couper, ce sera le malheur, ce sera ainsi de suite. Alors est-ce que, je vous l'ai dit tantôt, la Russie, ce n'est pas le Sénégal, ce n'est pas le Cameroun. Vous levez un matin, on va couper les vivres à la Russie, mais ils sont tombés par la tête. C'est une très très grande nation. D'ailleurs, ils doivent leur liberté à la Russie. Parce que la défaite, l'Allemagne nazie a commencé par leur défaite à Stalingrad. Oui. Ça me paraît fondamental. Et lorsqu'on parle aujourd'hui, j'entends parler de Poutine, le plus grand criminel. Attendez, l'utilisation jusqu'ici des armes de destruction massive et la génération des guerres les plus fratricides revient aux Occidentaux. Les États-Unis sont la seule puissance, le seul pays à avoir fait usage de l'arme atomique. Ce n'était même pas nécessaire. Oui. Il fallait être méchant pour faire usage d'une telle arme, à 2 reprises. Hein? À 2 reprises. Ce n'était pas nécessaire. La guerre classique et conventionnelle était terminée. Oui. L'Allemagne était défaite. L'Italie de Mussolini était défaite. Les Américains voulaient voir ce que ça peut faire. Hein? Un peu comme on utilise des gens comme des brebis galeuses oui, dans un laboratoire. Oui. C'est ce qui s'est passé. Ils étaient absolument à cœur d'utiliser le petit truc. Où est-ce que la France va faire son expérimentation nucléaire? Ce n'est pas en France, c'est en Algérie. Oui. Mais c'est méchant. C'est criminel, toutes ces choses-là. Hein? Alors, où est-ce qu'ils lancent les fusées? Ailleurs, oui. Hein? Dans les territoires coloniaux en Guyane. Parce que si ça ne retombe pas sur la tête des Français. Oui. Attendez, tout ça est tellement méchant. Oui. Et ces pays-là sont extrêmement mal placés aujourd'hui pour donner des leçons au monde entier. Oui. Et je pense que c'est ce qui est en train de finir. Ça va finir. J'aime mieux les Chinois avec toutes leurs conneries, parce qu'ils en ont. Hein? Ils débarquent chez vous avec le balayeur, le tout machin. La corruption, ils sont encore plus forts que les Français. Mais simplement, au moins, sur le fait, ils ne se moquent pas de vous, ils ne vous humilient pas, ils ne créent pas des problèmes, des sous-problèmes, ils ne se mettent pas en situation de donneur de leçons. Il faut être méchant. Pas les sanctions économiques. Mais attendez, s'attaquer au sport, s'attaquer à des compétitions internationales, ça fait partie des sanctions économiques. Attendez, je pense qu'ils sont givrés. C'est-à-dire que c'est un degré de méchanceté, de haine, qui n'a plus rien à voir avec la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que c'était prévu. C'est-à-dire que s'ils avaient la possibilité de développer un tsunami qui éteigne la Russie, mais ils l'auraient fait. Voilà, mais Poutine l'a compris. Ils ont passé 20 ans à s'armer, à se réarmer, à redevenir une nation respectable et respectueuse, à redevenir une grande puissance. C'est maintenant que ça arrive que nous entendons qu'il y avait des centres culturels, ça s'appelle centres culturels et scientifiques russes, partout en Europe, partout dans le monde. C'est maintenant qu'on apprend. Vous n'avez jamais entendu ça? Non. On connaît les instituts français, les instituts Goethe. On nous a abreuvés de ça. Est-ce que vous connaissez qu'il y a des prestigieuses universités au Venezuela, en Russie, en Chine? Non. On connaît Cambridge, on connaît MIT, on connaît la Sorbonne. C'est un tas de conneries. Et à la fin, vous avez des individus comme vous et moi qui mettons vers ces cravates et qui n'avons plus rien en réalité d'Africains. C'est ça. La guerre en Ukraine aujourd'hui nous offre l'occasion d'une réflexion de rupture, mais absolument profonde. J'ai entendu des individus dire « Oh, c'est panafricain qui soutient les impérialistes ». On ne soutient pas la Russie parce qu'elle est la Russie, parce qu'elle est très belle ou parce que Poutine est judoka. Non. Nous soutenons une idée, une vision du monde, une vision du rapprochement et de la coexistence entre les peuples qui soit complètement débarrassé de la pensée unique et de la grandiloquence d'un Occident de qui Aimé Césaire disait l'Occident est responsable du plus haut tas de cadavres de l'histoire. Je pense que c'est des choses qu'il faut de temps en temps rappeler. Oui. Donc du coup, c'est tant mieux s'il y a cette autre idée-là qui se met en place et nous pouvons placer nos propres idées à côté. Maintenant, sur l'attitude de la Chine, c'est de la stratégie, professeur? Ah non. Là, il ne faut pas suivre
Il ne faut pas suivre les médias occidentaux. Ils ont dit un certain nombre de choses qui me semblent absolument incorrectes. Vous comprenez? C'est l'incapacité à comprendre la rigueur et la dialectique des idéologies et des doctrines dans la démarche des nations. Ça, c'est très important. Les États-Unis, l'Europe, que je connais très bien, aujourd'hui, ce sont des pays en panne sur le plan idéologique. Leur jeunesse n'a plus aucune formation. Et conséquent, leur démarche même interne et internationale, en réalité, ne repose plus sur des substrats idéologiques et doctrinaux puissants et solides. Ce qui n'est pas le cas en Chine, en Russie, par exemple. Vous prenez le cas du Venezuela et de Cuba. Par les sanctions, 60 ans de sanctions n'a pas éteint Cuba. Ils ont conservé la même flamme identitaire et nationaliste. C'est vous qui pensez qu'ils sont malheureux. Mais je vous le dis, Cuba a plus de médecins par habitant que les États-Unis, que la France, que l'Europe, que l'Allemagne, que la Chine, que la Russie. Cuba est le premier pays en termes de pourvoyeurs de médecins pour la coopération dans le monde. Jusqu'aux États-Unis. On l'a vu quand le Covid a commencé. Exactement. Donc, je pense que non, il n'y a pas de calcul dans ces choses-là. Il y a une alliance idéologique aujourd'hui qui a toujours existé. Vous savez, quand j'étais étudiant, je me souviens toujours de ce débat qui existait entre les progressistes africains, le social-impérialisme, l'impérialisme, le progressisme. Et là-dedans, vous aviez la rivalité sino-soviétique, que l'on a d'ailleurs vu malheureusement en Angola, où la Chine à l'époque a soutenu l'UNITA, se retrouvant du même côté que les États-Unis. Mais foncièrement, des questions de contradiction idéologique entre ces deux nations sont absolument, je dirais, passagères, si vous voulez. Elles ne touchent pas la trame de fond de ce qui les unit et les solidifie dans la démarche internationale pour un certain ordre, pour un certain type d'organisation. En termes d'ailleurs de capitalisme aujourd'hui, les États-Unis sont en arrière par rapport à la Chine. La Chine a le plus grand nombre de milliardaires aujourd'hui dans le monde. La Chine produit plus de véhicules et achète annuellement plus de véhicules que les États-Unis, si vous voulez, ça me paraît fondamental. La Chine développe des stratégies plus efficaces et plus offensives pour la conquête des marchés internationaux que les États-Unis, que toute l'Europe. Ça me paraît fondamental. Or, la trame de fond, c'est la relation ou la considération que ces pays induisent dans leur démarche vis-à-vis des autres nations et des autres peuples. C'est ça qui fait la différence. L'Occident est condescendante. L'Occident s'est mise dans la situation à donner des leçons de manière permanente au reste de la planète, au reste des peuples. Il s'agit d'un virus qu'il faut aujourd'hui extirper. Et je pense que Poutine est leur meilleur médecin. Et ça me paraît fondamental. Poutine est devenu le meilleur médecin de l'Europe. C'est-à-dire qu'il faut leur extirper cette maladie-là. Oui. Vous ne pouvez pas traîner tous les autres peuples dans la boue. Et je vais vous dire, parce que pour ne pas oublier, je suis en train de faire une proposition importante qui, je suis convaincu, va marcher. C'est la création d'une organisation mondiale pour la sécurité économique et commerciale. Et je suis sûr à 100%, j'ai mis l'idée pour la première fois là devant vous. Depuis une semaine, j'y pense. Oui. Et je vous assure à 100%, ça va marcher cette idée. Je vais la proposer aux États, ça va marcher. Comme ça, l'OMC, on s'en fout, on va mettre de côté. D'ailleurs, ils n'ont jamais respecté les règles libérales. Vous avez vu comment chaque fois qu'il y a une entreprise importante, tantôt c'est Huawei, tantôt c'est Kapezeki, c'est pour les espions. Oui. Voilà l'ordre libéral occidental, qui est une immense tricherie, une inqualifiable tricherie. Ça, on va mettre ça de côté. On va créer effectivement maintenant... Moi, j'attends rapidement. Je regarde maintenant mes cartes Visa avec suspicion. Et je me demande si d'ailleurs je vais continuer à les garder. Parce que je me rends compte maintenant
qu'à la moindre occasion, on peut vous la voilà, on dit visa, nous on est parti. Alors, je pense qu'il faut se prémunir. Et j'attends très très vite ce que les Chinois et les Russes vont mettre en place. Oui. Il semble qu'il y a des cartes qui arrivent. Hein, ils ont d'ailleurs commencé à les distribuer et nous on va les prendre. On peut faire le monde sans les États-Unis et l'Europe. Complètement, on peut les mettre de côté. Ils sont devenus minoritaires. Il était déjà, idéologiquement et politiquement, il était déjà, même diplomatiquement, ils vont le devenir structurellement aujourd'hui dans la construction du nouveau monde, oui, du nouvel équilibre géopolitique et géostratégique planétaire. Est-ce qu'on peut saluer l'abstention de l'Afrique? Parce qu'il y a eu beaucoup, je me souviens d'avoir écouté quelques diplomates occidentaux qui étaient scandalisés par rapport à l'attitude du Sénégal, par exemple. Est-ce que, pour ce cas, l'Afrique n'a pas fait preuve de bravoure, malgré tout, même si on dit abstance, je vais vous dire, vous savez, il faut faire très attention. Je l'ai dit à des amis communs qui sont en France et aux États-Unis, mais vous êtes perdus. Vous êtes complètement perdus. Ils sont perdus. Ils n'ont rien compris. L'Afrique d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Celle de demain ne sera pas celle d'aujourd'hui. Elle sera encore plus avancée, beaucoup plus identitaire sur le plan de l'appropriation de ses valeurs propres. On a beau dire, on a beau être cassé, ruiné, mal organisé, mal dirigé, mais il y a une émulation identitaire profonde pour assumer la nation africaine globalement, d'abord individuellement dans les contextes étatiques, puis globalement en tant qu'entité géopolitique aux côtés des autres continents. Oui. C'est majestueux. Ouais, le Cameroun a voté avec ses pieds. C'est extraordinaire. Moi, je suis tellement fier de mon pays parce que les gens n'en attendaient pas. Je vous révèle que l'ambassadeur de France au Cameroun a effectué plusieurs démarches au ministère des Affaires étrangères, des Relations extérieures. Il en a même été chassé à la fin. On lui a dit ne viens plus. Oui. Hein? Vous comprenez? On lui a dit ne viens plus. Voilà. Et alors, je lisais pour Madagascar, ils ont commencé un petit chantage à partir de la coopération malveillante qu'ils font. Mais non, pas du tout. Je pense ces pays-là ont grossièrement tort. L'Afrique a fait honneur aux Africains. Et vous attendez un pays comme le Sénégal? Moi, j'ai commencé mes études de droit à Dakar. Quand j'arrive à Dakar en 1974, les lycéens, j'ai dit les lycéens et les écoliers, sont déjà capables de bloquer le pays. De développer un mouvement de grève qui bloque le pays. C'est un pays comme ça que vous pensez que vous allez influencer, vous allez leur dire ah, votez pour les beaux yeux de l'Amérique, ainsi de suite, contre la Russie. Mais bon sang, il n'y a pas de pays que ceux-là où on a une telle conscience élevée du nationalisme et du panafricanisme, où on a une telle conscience élevée de ceux qui nous ont aidés pendant qu'on était traités dans la boue, torturés, insultés de nègres, de continents arriérés. Mais regardez ces pays-là. Ils ont prolongé les souffrances du peuple noir d'Afrique du Sud. C'est eux qui ont soutenu les régimes d'apartheid successifs, en leur fournissant tout, en violant tous les embargos des Nations Unies, ainsi de suite. Ce sont ces pays-là qui parlent de droit international. Ça me paraît tellement malhonnête et malveillant. Voilà des pays qui parlent de droit international. Ce sera leur droit international. Et puis ensuite, le comportement des États-Unis aujourd'hui viole de manière systématique et permanente l'accord de siège pour la présence à New York du siège de l'Organisation des Nations Unies. Parce qu'ils prennent souvent le risque d'ailleurs de refuser des visas à des représentants nationaux. Ils expulsent les représentants des États à guise. Oui. Ils n'ont pas le droit. On a vu les États-Unis suspendre les visas pour les membres de la Cour pénale internationale il y a 1 ou 2 ans. Oui, mais je pense que regardez cette supercherie-là. C'est eux hier qui empêchaient les membres de la Cour pénale d'arriver dans leur pays, qui les mettaient sous sanction. C'est eux qui se précipitent aujourd'hui pour dire « Ah, on va aller vérifier les crimes de guerre en Russie. » Ils ont fini de rendre compte pour l'Afghanistan, pour l'Irak,
Pour la Libye. Pour la Yougoslavie, pour la Libye. Mais ça me paraît terrible, ces gens-là. Vous savez, mon souhait aujourd'hui, c'est que en réalité, le Maroc, ils ont fait dernièrement, j'étais très content, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, tous les pays en bordure de la Méditerranée, là, que l'on organise même carrément des cargos pour débarquer sur les côtes européennes. Mais ils sont responsables des problèmes que nous avons en réalité pour une grande partie. Parce qu'en réalité, ils tuent l'ensemble des normes qui peuvent être justes sur le plan international. Ils détruisent, désorganisent, hypothèquent complètement toute coopération entre les nations, dénaturent le sens des relations économiques, financières et commerciales internationales. Et vous ne pouvez pas en attendre autre chose. Écoutez, si ça peut constituer un autre moyen de les faire comprendre ou de les amener à la raison, l'immigration clandestine n'a qu'à s'accélérer. Voilà. D'ailleurs, je suis très heureux de constater que les Ukrainiens s'en vont en masse vers la Pologne, vers la France, avec la seule nuance aujourd'hui que bon, il faut qu'ils le fassent, qu'ils les accueillent sans trop crier, parce que dans le même temps, ils envoient des cargaisons d'armes. Comment pouvez-vous penser? D'ailleurs, cette guerre Ukraine-Russie, c'est une très grande leçon qu'il faut méditer. Vous savez, un grand n'est pas un petit. Un petit ne fait pas le chantage à un grand. OK? Et un petit ne va pas menacer un grand. Ou un petit n'essaye pas de dénaturer quelque chose qu'on lui a donné pour garder. Voilà la réalité. Votre fils, quand vous lui donnez l'autorisation de sortir et de revenir à 20h, ou l'autorisation d'accueillir quelques amis, ou de décorer sa chambre, il ne peut pas se mettre dans la tête qu'il est devenu tellement avec ses amis-là, tellement puissant, tellement libre, qu'il peut aujourd'hui menacer la maison familiale. L'Ukraine l'aura appris à ses dépens. Pour ce, la France annonce de graves conséquences économiques sur l'Afrique, avec une moindre appropriation du blé, par exemple. Comment est-ce que vous lisez ça? Est-ce que c'est un discours de peur? Ou bien alors, comment est-ce que qui a qualifié la France pour s'occuper toujours de l'Afrique? Pour être celle qui annonce? Elle peut parler des conséquences pour la France, qui sont déjà d'une extrême gravité. Pourquoi est-ce qu'elle se met en position d'annoncer pour l'Afrique? La France ne fait peur à personne. Il faut que la France s'occupe des affaires de la France, les Africains s'occuperont des affaires de l'Afrique. Nous sommes assez grands aujourd'hui pour comprendre, pour lire l'actualité, comprendre les faits économiques et savoir ce qui va nous arriver, où nous en sommes, ce qu'il nous convient de faire pour nous prémunir ou peut-être même pour entrer dedans. Voilà. Chers téléspectateurs, c'est sur ces mots que nous allons achever cet entretien. Ceux qui le connaissent savent quels sont les ouvrages qu'il publie, quelles sont les thématiques assez pointues, idéologisées, surtout en faveur, toujours en faveur de l'Afrique, en faveur de notre condition, en faveur de ce monde qui nous a marginalisés, nous a mis de côté. Nous croyons que vous avez reçu ce qu'il vous faut pour pouvoir vous-même participer à ce combat. Un dernier mot, professeur. Eh bien, écoutez, la guerre n'est jamais une bonne chose. Mais c'est à partir des guerres ou des guerres que naissent les grands éclairages et les nouvelles espérances. Merci infiniment, professeur Chanda. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner. Nous comptons sur vos abonnements pour mener ce combat. Merci et à très bientôt sur Africa TV.